Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. En ouverture de ce journal, la visite officielle du souverain en Italie, plus précisément à Dolce Acqua. Nous assisterons à la traditionnelle remise des diplômes de l'IFSI. Nous parlerons de l'association Mona qui a pour but de soutenir les personnes souffrant d'autisme. Nous partirons à Bonneville aux États-Unis pour retrouver l'équipe Venturi. Et enfin, direction l'Académie Princesse Grace qui ouvrira ses portes au public pour la journée du patrimoine. Nous ouvrons ce journal avec la visite officielle du prince Albert II à Dolce Acqua en Italie. Le souverain a notamment visité l'église et le château de la commune situé à moins d'une heure de Monaco. Retour sur cette journée, Christina Thomel, Lionel Bernardi. Située à seulement 36 km de Monaco, Dolce Acqua est une commune de la province d'Imperia en Italie. Il existe entre Monaco et Dolce Acqua des liens très forts d'amitié. De nombreux Dolceacquini se rendent d'ailleurs tous les jours en principauté pour y travailler. Et afin de resserrer ces liens très étroits entre les deux États, le prince souverain s'est rendu sur place. À l'occasion de visiter l'église Sant'Antonio Abate qui abrite une œuvre du peintre Louis Bréa, témoignage d'antan. Nous avons invité le prince car il y a des liens historiques entre Dolce Acqua et Monaco. Nous avons en plus cette grande œuvre de l'artiste Bréa qui a été commandée par François Grimaldi pour rappeler la paix instaurée entre la famille Doria et la famille Grimaldi. Cette œuvre a été restaurée récemment et elle représente la patronne de Monaco, Sainte Dévote. Lors de sa visite, le souverain en a profité pour découvrir les vestiges du passé. Après avoir subi plusieurs transformations au cours des siècles, le château des Doria domine la vallée. Je crois que c'est un événement lié par la proximité, par la vicinité, par l'amitié et qui va être un grand moment d'histoire de cet endroit d'Italie. Mais c'est un grand événement pour Dolce Acqua, c'est un événement historique, je crois. Le prince souverain Albert II qui visite une petite ville de l'entre-terre de Ventimiglia qui a un lien historique avec la famille Grimaldi. Une visite princière qui s'est achevée par un moment de convivialité dans une auberge typique de Dolce Acqua. Des élèves de l'Institut de formation en soins infirmiers viennent de recevoir leur diplôme. Après 3 ans de théorie, pratique et stage, la remise des diplômes a eu lieu en présence de Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre. Fabien Bonilla vous en dit plus. Bon, c'est bien les garçons, où sont vos insignes? Pourquoi les jeux dans ta poche? Il est bien dans ma poche. Ce sont mes petits genoux. Des petits genoux qui viennent d'obtenir leur diplôme quelques minutes plus tôt dans l'amphithéâtre du CHPG. Il y a tout juste 3 ans, ils passaient le concours d'élèves infirmiers et aujourd'hui, ils sont diplômés, 25 au total. Un diplôme reçu en présence de la marraine de l'école, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, en présence également du parrain de cette promotion, le président du Conseil de la Couronne, Michel-Yves Mouroux, ancien chef de l'imagerie médicale du CHPG, ainsi que le ministre d'État, le Conseil de gouvernement pour les affaires sociales et la santé et de nombreuses personnalités. C'était une excellente promotion puisque vous avez entendu, les moyennes de sortie sont quand même excellentes puisqu'ils sont dans un mouchoir de poche autour de 16,50 de moyenne sur les 3 années de formation. Ce qui est quand même, c'est pas sur la dernière année, c'est sur les 3 années de formation. Donc oui, une excellente promotion. L'Institut de formation en soins infirmiers, l'IFSI, a été créé en 1929 et a formé depuis 84 ans plus de 2000 infirmiers. La particularité, c'est son petit nombre. Nous sommes aujourd'hui la plus petite école pratiquement de France, d'après ce que je sais. Et nous y tenons tout particulièrement parce que l'effectif de 30 étudiants, avec 2 cadres formateurs par promotion et d'une grande richesse, nous pouvons faire vraiment de la formation individuelle. Nous les connaissons parfaitement bien, nous connaissons leur parcours et nous suivons leur parcours de manière très individualisée. Déjà, on a tous choisi de venir ici et c'est des petites promotions, on est bien encadrés, on est un peu coucounés, on nous protège. Ils sont vraiment très attentifs à ce qu'on peut vivre et ils nous aident en toutes circonstances. On a grandi, on est devenu infirmier, on n'est plus de simples étudiants. Et voilà. Là maintenant c'est la libération, on est enfin professionnel, 3 ans d'études, l'obtention du diplôme, c'est excellent. 25 élèves hier et donc 25 infirmiers aujourd'hui. Ces jeunes vont tous rentrer dans la vie active, dont la quasi-totalité en principauté.
Toujours dans le domaine de la santé, l'association Mona a pour but de soutenir les personnes souffrant d'autisme ainsi que la recherche. À ce titre, Mona apporte une aide importante à 2 centres situés à Sophia Antipolis. Le récit de Patricia Navarro. Après la Pologne, où l'association Mona apporte une aide substantielle à un centre de prise en charge d'enfants autistes, c'est à Sophia Antipolis que nous avons suivi les fondateurs de cette entité, tout entièrement dédiée à l'autisme et dont la princesse Charlène est la présidente d'honneur. L'un des volets de l'action de Mona porte sur le soutien à des projets concrets et innovants permettant de faire avancer la recherche sur l'autisme. C'est la raison pour laquelle, avec l'aide de son comité d'experts, l'association Mona a identifié des centres scientifiques de pointe, à l'image de l'INRIA, où l'équipe STARS, composée de 80 personnes, étudie les comportements humains grâce à la vidéo. Ces travaux portaient au départ sur les personnes âgées. Ils ont été étendus au comportement des personnes autistes. On propose en fin de compte un modèle numérique des activités de la vie de tous les jours à travers l'observation de ces activités par des capteurs. Donc on utilise tout un ensemble de capteurs, donc essentiellement des caméras vidéo classiques, mais aussi des caméras 3D, des microphones à travers des partenariats avec d'autres collègues, des capteurs du mouvement. Donc ce qu'on appelle mouvement ici, ça peut être des mouvements très simples, des mouvements du bras, donc en fin de compte des trajectoires de pixels correspondant par exemple aux doigts ou à la tête ou aux membres du corps. Donc on s'intéresse essentiellement à la trajectoire des personnes et à leur posture. Et donc on s'intéresse essentiellement à l'activité physique parce que cette activité physique a un lien direct avec l'activité cognitive. À quelques centaines de mètres de l'INRIA, c'est à l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire que nous retrouvons les responsables de l'association Mona. L'une des 18 équipes de cette structure mène des recherches génétiques dans son laboratoire. Tandis qu'à l'Anval, ils font une caractérisation des patients, donc vraiment de leur phénotype, de la maladie. Notre but est de chercher au niveau de l'ADN quelles sont les mutations. Donc, à la base, c'est de produire, d'avoir l'ADN de ces patients, on l'extrait à partir du sang. Et donc après, on ira faire le séquençage de leur ADN. En général, on séquence seulement les parties qui codent pour les protéines. Et donc on espère pouvoir trouver des mutations qui nous permettent d'un côté savoir quelle est la cause de cette maladie. Le professeur Florence Askenazi dirige le service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHU Lanval à Nice. Elle fait l'interface entre Mona, dont elle est membre du comité scientifique, et les centres de Sophia Antipolis avec lesquels elle travaille régulièrement. Nous avons une chance extraordinaire de pouvoir avoir ici, dans la région, des liens avec des instituts de recherche tout à fait de pointe. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de pouvoir ce qu'on appelle la recherche translationnelle, c'est-à-dire de lier la recherche fondamentale à l'activité clinique. Mona a apporté son aide, à la fois pour le projet de développement donc de la captation des mouvements chez l'autiste et surtout pour le projet ici au CNRS qui devrait démarrer avec un étudiant dès le 1er novembre. Le coût salarial de cet étudiant et le coût des tests qu'il pratiquera seront pris en charge par Mona. Et parce qu'il est nécessaire de trouver d'importants financements pour aider toutes ces initiatives, l'association organisera le 15 novembre prochain son grand gala annuel à Monaco en présence de très nombreuses personnalités. Automobile à présent, dimanche 11h, les organisateurs des tentatives de record de vitesse sur le lac Salé à Bonneville aux États-Unis ont annulé l'épreuve. Depuis plusieurs semaines, un cycle d'orage et des pluies abondantes frappe la région de Wendover. Sur place, l'équipe Venturi est toujours présente. Le retour du soleil depuis dimanche après-midi est trompeur. Il reste énormément d'eau sur le lac Salé. L'annulation a marqué l'équipe Venturi, mais elle était indispensable. Il faudra au moins 10 jours pour sécher le sel en profondeur, à condition que l'eau soit partie. Il y a beaucoup de facteurs qui doivent fonctionner pour établir un record du monde. Vous pouvez travailler dur comme nous l'avons fait pour préparer la voiture. Il y a toujours des enseignements à en tirer.
Et ce qui est très important pour moi, c'est que l'équipe ne baisse pas les bras. Nous sommes arrivés à Bonneville et nous avons trouvé un lac à la place de la piste de course, mais tout de suite, l'équipe s'est remise au travail pour améliorer encore la voiture. À chaque fois que vous construisez quelque chose de nouveau, il y a toujours des changements que vous souhaiteriez apporter. Alors l'équipe a préparé une longue liste de choses à faire qui permettront de s'améliorer encore pour notre prochain voyage à Bonneville. L'équipe est prête à revenir et même à aller plus vite qu'aujourd'hui. Par endroits, l'eau a atteint une hauteur de 40 cm. Elle imbibe en profondeur le sel. Pas de piste possible donc, mais l'équipe Venturi poursuit son travail sur l'ancienne base aérienne de Vendover en multipliant les roulages pour la prochaine tentative de record de vitesse à une date qui reste à déterminer. Et en dépit de l'épisode météo sans précédent depuis 50 ans dans l'Utah, qui a privé la Venturi VBB3 de sa tentative de record de vitesse, Gildo Palanca-Pastor n'est pas abattu. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas vu une étendue d'eau pareille à Bonneville, qui est un lac salé, asséché. L'équipe est très motivée. En fait, on continue de travailler très dur en ce moment. Vous savez, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce véhicule pour l'aboutissement, c'est-à-dire l'amener ici et battre des records. Mais ça reste une motivation qui dépasse finalement cet événement climatique. Et donc, voilà, on est très motivé pour continuer de rouler ces jours-ci sur la piste de l'aéroport et très motivé pour revenir en 2014. Depuis plusieurs années, en fait, nous sommes face à de multiples contraintes, de multiples problèmes que nous affrontons sans cesse. Donc finalement, ce n'est qu'un aléa climatique qui nous bloque aujourd'hui, ce qui n'est pas finalement grave, en tout cas pas grave pour la continuité de ce programme. Donc 2014 va être un moment très important. On va du coup tout de suite arriver avec des performances, puisqu'on va s'entraîner un petit peu sur des pistes certes moins rapides comme celle de l'aéroport qui est voisin. Mais 2014 va nous permettre d'arriver encore plus préparés et puis 2015, peut-être jusqu'à 2016 pour atteindre le maximum du potentiel du véhicule. À quelques jours de la journée du patrimoine, voici une idée de visite. Direction à présent l'Académie Princesse Grace qui a beaucoup changé ces 4 dernières années. Derniers travaux en date, transformer un garage en salle de danse. Un reportage signé Fabien Bogna. Un pianiste, un professeur, des élèves, quoi de plus normal dans un studio de danse? Et pourtant, il y a peu de temps, cette salle était un garage où l'on pouvait entrer 7 voitures. L'Académie Princesse Grace s'est encore transformée. Voici le 4e studio de cette académie de danse. Un nouveau studio à la place d'un garage. Une idée à la base de Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre. Une idée, 6 mois de travaux, et le résultat est là. Petit à petit, je regardais l'évolution. Après, je laissais tomber de venir voir parce que je voulais aussi un petit peu avoir la surprise. Et j'étais complètement bluffé du travail que l'architecte M. Jalin a fait, d'avoir construit un studio de danse dans un lieu qui n'avait rien dans un studio de danse. Les plafonds étaient très bas, c'était pas du tout bien fait pour un studio. Et je dois dire, le résultat est incroyable. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, on a des élèves en formation professionnelle, on a des classes, comme vous voyez, qui ne sont pas très grandes, mais même si on n'a pas beaucoup d'élèves, on a besoin d'espace assez grand pour leur apprendre des pas et danse. Et le fait d'avoir plus de studios nous donne la liberté de ne pas travailler dès 8 h du matin à minuit, mais d'avoir une journée un petit peu plus normale pour des élèves de cet âge-là et leur apprendre le vocabulaire de la danse en 4 ans. 4 studios, bientôt 5, 41 élèves âgés de 14 à 18 ans, tous internes. Ils bénéficient d'un enseignement poussé entre cours de danse et enseignement général. Ils viennent de tous les continents et profitent de ce cadre idyllique pour devenir dans quelques années des danseurs professionnels. Et je vous rappelle que la journée du patrimoine aura lieu le 21 et le 22 septembre et dans une prochaine édition, direction Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le 8e Monte Carlo Jazz Festival aura lieu du 26 au 30 novembre prochain. Marcus Millier, John McLaughlin ou encore Maceo Parker, le directeur artistique de la SBM, vous lève le voile sur cette nouvelle programmation. C'est la volonté du festival, c'est du mardi au samedi, d'essayer de toucher tout ce qui est le jazz aujourd'hui. Alors de la création avec l'Orchestre Philharmonique, du la soul et du blues avec Maceo Parker, James Hunter, des courants de l'Inde avec Remember Shakti avec
Zakir Hussain et John McLaughlin, c'est quand même important parce qu'il est chez lui pendant le festival. Et puis les créations avec Brad Medlow au piano, Juan Carmona et Larry Coryell. Donc la chanson, parce qu'il y a une part de chanson importante, Raphaël Gualazzi. Donc tout ça, oui, c'est vrai que ça montre la richesse de cette musique aujourd'hui. Et sur la scène de Garnier, c'est vraiment fantastique. Et sachez que le 27 septembre, le groupe Magma montera sur la scène de l'Opéra Garnier. Et avant de nous quitter, passons à présent aux prévisions météo. Jeudi, du soleil au programme avec des températures qui iront de 19 à 24 degrés. Vendredi, un temps inchangé avec très peu de vent et une maximale de 25 degrés. Samedi, du soleil avec un thermomètre allant de 20 à 25 degrés. Et enfin dimanche, toujours un temps ensoleillé avec des températures encore estivales pour ce premier jour d'automne. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez Frédéric Elion qui vous propose une rencontre consacrée à Maurice Cohen. À très bientôt sur Monaco Info.